Prenez place au tribunal de première instance du comté de Hamilton, où la sentence de Jalil Smith Riley est en cours. Âgé de 23 ans, Jalil Smith Riley comparaissait devant le tribunal suite au meurtre d'une femme au cours d'une tentative de vol. Restez assis pendant que nous découvrons le verdict du jury. Tout a commencé lors d'une nuit fatidique à Norwood, dans l'Ohio, le 16 novembre 2013. Portia Brooks et Aaron Martin étaient assis à l'intérieur d'une voiture garée, sans se douter de l'horreur qui les attendait. Jalil Smith Riley, armé d'un pistolet, s'est approché du véhicule et a frappé à la fenêtre. Les documents judiciaires révèlent les détails effrayants des actions de Smith Riley. Il a forcé Aaron Martin à sortir du côté passager, à fouiller dans ses poches, puis, sans aucune pitié, lui a tiré une balle dans la tête. Miraculeusement, Martin a survécu à l'épreuve, mais le cauchemar était loin d'être terminé. Smith Riley s'est penché dans la voiture, les yeux remplis de malice, et a tiré 2 coups de feu sur Portia Brooks qui était assise là, sans défense. L'impact des actions de Smith Riley est incommensurable. Portia Brooks a tragiquement perdu la vie 3 jours plus tard, succombant à ses blessures. La communauté a été laissée en état de choc, aux prises avec la violence insensée qui s'était déroulée sous ses yeux. Jalil Smith Riley a été immédiatement arrêté et un procès s'est ouvert devant le tribunal de première instance du comté de Hamilton. Jalil Smith Riley a tenté de plaider auprès du tribunal pour une peine moins lourde. Malheureusement, ses larmes n'ont pas suffi à infléchir le jugement du juge et de la salle d'audience. Smith Riley a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Le poids de cette peine s'est avéré trop lourd à porter pour Smith Riley. Accablé par la perspective de passer le reste de sa vie derrière les barreaux, il s'est effondré sur le sol de la salle d'audience, ses larmes coulant de manière incontrôlée. Nous nous rendons au tribunal du comté de York, où Jacob Morgan, 17 ans, est sur le point d'être condamné après avoir été reconnu coupable d'avoir tué son demi-frère en bas âge après avoir mis le feu à sa maison. Installez-vous confortablement dans la salle d'audience pendant que nous nous penchons sur cette affaire qui fait froid dans le dos et que nous découvrons quelle serait la peine infligée à cet adolescent autiste. Le 6 mars 2015, des secouristes se sont rendus à la maison de Catawba Church Road vers 8h30 et ont trouvé le mobile home entièrement embrasé. Selon les rapports, Jacob Morgan, qui gardait son demi-frère Joshua Hill, âgé de 14 mois, a allumé 2 feux, l'un dans le salon et l'autre sur une couverture dans la chambre principale où dormait Joshua. Il a été rapporté que Morgan avait une fascination pour le feu et qu'il avait même fumé dans la maison 2 semaines auparavant. Dans un premier temps, Morgan a prétendu que les radiateurs de la maison avaient pu provoquer l'incendie, mais il a ensuite avoué son crime. Il a également été rapporté qu'après avoir mis le feu, il était sorti de la maison et avait observé l'incendie pendant un certain temps avant d'appeler les secours. Cependant, ses parents, qui croyaient Morgan innocent, ont affirmé que les voisins lui avaient dit de rester à l'écart du feu lorsqu'il avait tenté de retourner à l'intérieur pour sauver son frère ou sa sœur. Jacob, accusé d'incendie criminel et d'homicide involontaire, se retrouve au centre d'un procès qui déterminera son sort. Tout au long de la procédure judiciaire, l'état émotionnel de Jacob était palpable. Le poids de ses actes l'accable et les larmes coulaient à flot. Alors que l'accusation présente ses arguments, il s'est assis dans le fauteuil de l'accusé. Le visage empreint d'un mélange de remords, de culpabilité et d'angoisse. La salle d'audience était remplie d'un silence pesant, rompu uniquement par les sanglots occasionnels qui s'échappaient de ses lèvres. Le juge finit par reconnaître la gravité de la situation. Si les actes de Jacob étaient indéniablement odieux, ses problèmes de santé mentale ne pouvaient être ignorés. Jacob Morgan a été condamné à 15 ans de détention dans un établissement pour mineurs, une décision qui n'a laissé personne indemne. Dès sa condamnation, Jacob Morgan s'est effondré au tribunal, conscient de la gravité de la peine qui lui était infligée. Nous nous rendons maintenant au tribunal du comté de King, dans l'État de Washington, où un juge préside le procès effrayant de Joseph Thomas McEnroe. McEnroe comparaissait devant le tribunal suite à son rôle dans le meurtre de 6 membres de sa famille à Carnation, dans l'État de Washington. Prenez place dans la salle d'audience et plongez dans les détails horribles de ce qui s'est passé et de la condamnation éventuelle de McEnroe. La famille Anderson, un groupe apparemment ordinaire et très uni, se préparait à célébrer ensemble le réveillon de Noël. Ils étaient loin de se douter que cette fête allait se transformer en un cauchemar inimaginable. Wayne Scott Anderson, ingénieur Boeing de 60 ans, et sa femme Judy Anderson ont 2 enfants, Scott et Michelle et Kristen Anderson, dans la paisible ville de Carnation. Mais sous la surface de cette famille apparemment idyllique, des tensions se font jour. Michelle, la plus jeune des enfants, nourrit un profond ressentiment et une grande colère à l'égard de sa famille. Elle pense que son frère Scott lui doit de l'argent et qu'elle a été maltraitée par ses parents et son frère. Ces sentiments de trahison et d'injustice allaient bientôt déclencher une horrible série d'événements. En cet après-midi fatidique, Joseph Thomas McEnroe,
le petit ami de Michelle à l'époque, l'a rejointe dans un pick-up armé d'armes mortelles. Ils ont commencé par assassiner Wayne et Judy, puis ont attendu l'arrivée du frère aîné de Michelle, Scott, de sa femme Erica et de leurs 2 jeunes enfants, Olivia et Nathan. Scott et Erica étaient loin de se douter que leur réveillon de Noël serait le dernier. Alors qu'ils entrèrent dans la maison, Michelle a ouvert le feu sur son frère et sa famille. Erica, blessée, a tenté d'appeler le 911, mais McEnroe lui a arraché le téléphone, a arraché les piles et l'a écrasé sur le sol, réduisant ainsi à néant tout espoir de secours. Dans un acte de cruauté qui fait froid dans le dos, McEnroe a tiré le coup de feu fatal sur Erica, lui coupant son dernier souffle. Il s'est ensuite tourné vers les enfants innocents, Olivia et Nathan, et, à la demande de Michelle, a mis fin à leur jour, pensant que leur épargner le traumatisme du meurtre de leurs parents était un acte de miséricorde. Ce n'est que lorsque la meilleure amie et collègue de Judy, Linda Thiel, s'est inquiétée de son absence au travail que les corps des membres de la famille ont été découverts. McEnroe et Michelle ont finalement été arrêtés, et le procès qui a suivi a été une expérience éprouvante pour toutes les personnes impliquées. Devant le tribunal, face aux conséquences de ses actes, Joseph Thomas McEnroe, le tueur brutal, a fondu en larmes. Mais ces larmes n'étaient pas des larmes de remords ou de regret. Il s'agissait de larmes d'apitoiement, d'une faible tentative d'attirer la sympathie du tribunal. Le fait qu'il ait dit ceci alors qu'il plaidait contre la condamnation à mort n'a pas aidé. Il a néanmoins été reconnu coupable de meurtre aggravé au 1er degré pour les 6 chefs d'accusation. Nous nous rendons ensuite à la Cour supérieure du comté de King, où se déroule la sentence du tueur en série Gary Leon Ridgway, qui a laissé derrière lui une traînée de dévastation. Mais ce qui distingue Ridgway des autres meurtriers notoires, c'est le rebondissement inattendu qui s'est produit au cours de son procès. Dans une démonstration choquante d'émotion, ce tueur de sang-froid a versé des larmes au tribunal. Prenez place et plongez dans l'histoire glaçante du tueur de la Rivière Verte. Le premier meurtre connu de Gary Leon Ridgway a eu lieu en 1982, mais ce n'était que le début d'un règne de terreur qui allait durer près de 20 ans. Ses victimes étaient principalement des jeunes femmes et des jeunes filles, dont beaucoup étaient des travailleuses du sexe ou des fugueuses. Le tueur de la Rivière Verte, comme on l'appelait, venait chercher ses victimes, leur proposant souvent de les emmener en voiture ou se faisant passer pour un client potentiel. Une fois qu'elles étaient sous son emprise, il les étranglait, mettant fin à leur vie sans remords. Il abandonne ensuite leur corps sans vie dans des zones boisées éloignées, ce qui rendait difficile la découverte de la vérité par les autorités. Le nombre de victimes attribuées à Ridgway est stupéfiant. Bien qu'il ait été condamné pour 49 meurtres, on pense que le nombre réel pourrait être beaucoup plus élevé, ce qui fait de Ridgway l'un des tueurs en série les plus prolifiques de l'histoire américaine. En 2001, après des années d'enquête, le groupe de travail de Green River a finalement eu assez de preuves pour arrêter Ridgway. La nouvelle a fait l'effet d'une onde de choc au sein de la communauté, alors que l'étendue réelle de ces crimes commençait à être révélée. Alors que le procès de Gary Leon Ridgway commence, la nation retient son souffle. L'ampleur de ces crimes laisse la salle d'audience incrédule. Comment un seul homme pouvait-il être responsable de tant de douleurs et de souffrances? Mais ce qui les a encore plus choqués, c'est l'absence apparente de remords de Ridgway. C'est comme s'il n'avait pas pleinement saisi la gravité de ses actes, comme si les vies qu'il avait prises ne signifiaient rien pour lui. C'est alors que, par un surprenant retournement de situation, la façade dénuée d'émotion s'est finalement fissurée. Le père d'une des victimes de Ridgway s'est avancé, la voix emplie de compassion. Il poursuit en disant « Les larmes montèrent aux yeux de Ridgway, dont le visage se déforma sous l'effet d'un mélange de chagrin et de soulagement. Pour la première fois, Ridgway montre une lueur de remords, une lueur d'humanité qui avait été enfouie au plus profond de lui. À l'issue du procès, Ridgway a été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Notre prochaine affaire se déroule dans un tribunal du comté de Summit, où se déroule le procès d'Ashford Thompson, un tueur brutal qui a choqué la nation par ses crimes odieux. Mais ce qui a fait les gros titres, c'est la tournure inattendue qu'ont prise les événements au cours de son procès, lorsque Thompson s'est effondré et a pleuré au tribunal. Prenez place et découvrez les crimes commis par Ashford Thompson, l'enquête intense qui a conduit à son arrestation et le procès dramatique qui a laissé tout le monde stupéfait. En ce jour fatidique du 13 juillet 2008, Ashford Thompson a été arrêté par Joshua Mictarian lors d'un contrôle routier matinal parce que sa boîte à rythme était trop bruyante. Bien qu'il n'y ait pas de rapport clair sur ce qui s'est exactement passé, une lutte s'est engagée au cours de laquelle Thompson a tiré plusieurs fois sur Mictarian, y compris un tir à bout portant dans sa tête alors qu'il gisait inanimé sur le sol. Thompson a déclaré qu'il avait réagi ainsi parce qu'il pensait que l'officier et son K9 le menaçaient. Cependant,
Danielle Robertson, la petite amie de Thompson, qui était passagère de la voiture, a déclaré que Thompson se trouvait à une longueur de bras lorsqu'il a tiré le premier coup de feu, atteignant le policier au front. Robertson a déclaré que Thompson avait tiré 2 fois de plus. Thompson s'est excusé auprès des familles des policiers tués, mais cela n'a pas suffi à faire basculer la décision du jury. Il a été reconnu coupable des 9 chefs d'accusation retenus contre lui, y compris celui de meurtre aggravé, et a été condamné à la peine de mort pour le meurtre de l'agent Mkhitaryan. Nous nous rendons dans une salle d'audience du comté de Sheboygan, où Antonio Barbeau, un adolescent de 14 ans, est sur le point d'être condamné pour le rôle qu'il a joué dans le meurtre brutal de son arrière-grand-mère. Barbeau et un complice ont battu la femme à mort à l'aide d'un marteau et d'une hachette, puis l'ont cambriolée. Nous vous invitons à vous plonger dans cette affaire et à découvrir la sentence qui sera prononcée à l'encontre du jeune tueur. C'est par une soirée tranquille de septembre 2012 que la tragédie a frappé la paisible ville de Sheboygan Falls. 78 ans, Barbara Olson, l'arrière-grand-mère de Barbeau, a été victime d'un acte odieux et insensé. Les détails du crime sont tout simplement choquants. Antonio Barbeau et son ami ont assassiné Barbara Olson à coups de matraque dans sa propre maison. Leurs armes de prédilection, un marteau et une hachette. Après avoir commis le meurtre, Barbeau et Paap se sont emparés sans état d'âme de l'argent de Barbara Olson et l'ont utilisé pour acheter des pizzas et de la drogue. L'insensibilité et le mépris de la vie humaine dont font preuve ces adolescents font froid dans le dos. La nouvelle du meurtre a provoqué une onde de choc à Sheboygan Falls, une communauté très unie où de tels actes de violence étaient inconnus. L'enquête sur le meurtre de Barbara Olson a été méticuleuse et approfondie. Les preuves contre Barbeau et Paap étaient accablantes et ne laissaient aucun doute quant à leur implication dans ce crime odieux. À l'ouverture du procès des 2 adolescents, la salle d'audience est remplie de tension et d'impatience. La communauté de Sheboygan Falls, encore sous le choc de ce meurtre brutal, cherchait à obtenir justice pour Barbara Olson. La défense de Barbeau s'est concentrée sur son état mental au moment du crime. Un psychiatre a témoigné que Barbeau avait des problèmes cognitifs résultant d'un accident de voiture survenu à l'âge de 10 ans. Barbeau, quant à lui, a tenté de s'adresser à la salle d'audience, mais il était submergé par ses émotions. Mais le poids de ses actes s'est avéré trop lourd et il n'a pas pu terminer sa déclaration. Son avocat a dû intervenir pour terminer la lecture des notes manuscrites de Barbeau. Barbeau a fondu en larmes en réalisant qu'il passerait au moins les 35 prochaines années derrière les barreaux, avec la possibilité d'une libération conditionnelle à l'âge de 50 ans. Nous nous rendons ensuite au tribunal du comté de Harris, où Blake Jefferson, 22 ans, est sur le point d'être condamné pour avoir poignardé sa mère à la suite d'un déchaînement alimenté par la drogue. Préparez-vous à découvrir les détails de ce crime horrible et à découvrir le verdict du tribunal. Blake Jefferson, fils d'un membre du conseil d'administration de l'ISD d'Alief, semblait être un jeune homme ordinaire. Il était brillant, humble et excellait dans les études et le sport. Mais derrière cette façade de normalité, des ténèbres se préparaient. En 2016, la tragédie a frappé lorsque la mère de Blake a été brutalement poignardée à mort à l'intérieur de leur propre maison. Le tueur, son propre fils. Les membres de la famille se sont inquiétés de la santé mentale de Blake avant le crime. Ils ont remarqué un changement dans son comportement, mais n'auraient jamais pu imaginer la profondeur de sa descente dans la folie. Cherchant désespérément des réponses, Blake a cherché des conseils spirituels dans une église locale, en proie à des visions obsédantes qui tourmentèrent son esprit. Personne ne se doutait que ces visions conduiraient à une tragédie qui changerait leur vie à jamais. Blake a finalement été arrêté et un procès s'est rapidement ouvert. Au fur et à mesure que le procès se déroulait, la salle d'audience était saisie de tension et d'incrédulité. L'accusation a présenté un appel au 911 qui fait froid dans le dos, capturant le moment où Deidre a crié à l'aide alors que Blake l'attaquait. Le jury a eu du mal à comprendre l'horreur inimaginable qui s'est déroulée ce jour-là. Puis, dans un moment qui a stupéfié toutes les personnes présentes, Blake s'est effondré en larmes. Le poids de ses actes l'a finalement frappé et il s'est mis à sangloter de manière incontrôlée, contrastant fortement avec le jeune homme respectueux et talentueux qu'il était autrefois. Finalement, le jury a rendu un verdict qui a choqué la nation. Blake Jefferson a été déclaré non coupable pour cause d'aliénation mentale. La salle d'audience et la nation dans son ensemble sont restées silencieuses, aux prises avec les conséquences dévastatrices d'une maladie mentale non traitée. Une scène dramatique se déroule ensuite dans une salle d'audience de Buffalo où Dylan Schumacher, 16 ans, est en train de sangloter de manière incontrôlable en essayant de convaincre la salle d'audience qu'il n'avait pas l'intention de commettre le crime horrible pour lequel il est sur le point d'être condamné. Prenez place à la Cour suprême de l'État de New York, à Buffalo, et plongez dans les détails de cette affaire.
En cette nuit fatidique du 19 mars 2013, dans la paisible ville de Springville, dans l'État de New York, un crime horrible a été commis, qui a changé à jamais la vie des personnes impliquées. Dylan Schumacher, un garçon de 16 ans vivant avec sa mère et sa petite amie, Ashley Smith, s'est vu confier la garde des 2 jeunes fils d'Ashley pendant qu'elle travaillait dans un restaurant local. Au cours de la soirée, Dylan, sous le coup de la colère et de la frustration, a admis avoir frappé à plusieurs reprises Austin, le fils aîné d'Ashley, âgé de 2 ans, parce que les pleurs de l'enfant avaient perturbé son petit frère. Dans une démonstration choquante d'insensibilité, Dylan a décrit comment il avait placé un oreiller sur la tête d'Austin et l'avait impitoyablement frappé dans l'espoir de faire taire les pleurs qui l'avaient tant exaspéré. La cause du décès est une grave lésion cérébrale résultant du violent mouvement de va-et-vient de la tête d'Austin provoqué par les coups incessants infligés par Dylan. Dylan a été immédiatement arrêté et, au cours de son procès, les preuves présentées au tribunal ont dressé un tableau effrayant des actions de Dylan cette nuit-là. Les messages textuels révèlent qu'il a tenté de se livrer à des activités sexuelles et qu'il a même parlé de vendre de la drogue tout en attaquant Austin par intermittence tout au long de la soirée. Alors que le procès touchait à sa fin, Dylan s'est présenté à la barre pour exprimer ses remords et son amour pour Austin. En larmes, il s'est excusé auprès de sa petite amie, Ashley, pour la douleur qu'il avait causée. Cependant, les jurés et le juge Boller n'ont pas été convaincus par ses paroles. Le juge Boller, connu pour son approche pragmatique, a fait référence à une conversation téléphonique que Dylan avait eue avec sa mère en attendant son procès, au cours de laquelle il avait évoqué l'utilisation de son âge et de son apparence d'homme blanc pour s'attirer la sympathie du jury. Cette révélation jette un doute sur les remords de Dylan. Dans ses remarques finales, le juge Boller s'est livré à une évaluation cinglante du caractère de Dylan. Il l'a qualifié de manipulateur et de trompeur. En fin de compte, justice a été rendue. Le juge Boller a prononcé la peine maximale de 25 ans de prison à perpétuité pour le meurtre au second degré de Dylan, bien que la peine ait été réduite par la suite à 18 ans de prison à perpétuité. À suivre, un procès qui a captivé la nation. Au tribunal du comté de Kenosha, dans le Wisconsin, Kyle Rittenhouse, le jeune homme de 18 ans au centre d'une fusillade meurtrière lors des troubles à Kenosha, dans le Wisconsin, a été acquitté de tous les chefs d'accusation. Ce procès criminel très suivi a soulevé des questions sur le droit des armes à feu, la violence lors des manifestations pour la justice raciale et les limites de l'autodéfense. L'été 2020 a été marqué par des manifestations nationales contre l'injustice raciale et la brutalité policière. Kenosha, une ville déjà en proie à ses propres tensions, est devenue un foyer de manifestations après que Jacob Blake, un noir de 29 ans, a été abattu par un policier blanc. L'incident a laissé Blake paralysé à partir de la taille et a déclenché la colère et la frustration de la communauté. Au milieu du chaos, un jeune homme nommé Kyle Rittenhouse a émergé. Âgé de 17 ans seulement à l'époque, Rittenhouse, qui réside à Antioch, dans l'Illinois, se présente comme un médecin autoproclamé et un protecteur de la propriété privée. Armé d'un fusil de type AR-15, il s'est aventuré dans les rues de Kenosha, prêt à prendre les choses en main. Au fur et à mesure que les tensions s'intensifient, Rittenhouse s'est retrouvé dans une série de rencontres avec des manifestants. Des photographies et des vidéos ont capturé les scènes chaotiques qui se sont déroulées cette nuit fatidique. Dans un cas, Rittenhouse a été vu en train de participer à un échange houleux qui a entraîné la mort de Joseph Rosenbaum, un homme de 36 ans, et d'Anthony Huber, un skater de 26 ans, tout en blessant gravement Gage Grosskreutz, un homme de 26 ans. Selon Rittenhouse, les 3 hommes ont tenté de l'attaquer à différents moments, et il a tiré sur eux en état de légitime défense. L'arrestation de Rittenhouse a marqué le début d'une bataille juridique qui allait captiver la nation. Dans une tournure surprenante, il a versé des larmes, affirmant qu'il n'avait jamais voulu que tout cela se produise. Le verdict a été rendu et Kyle Rittenhouse a été acquitté de tous les chefs d'accusation. Cet acquittement a provoqué une onde de choc dans tout le pays, relançant les débats sur la justice, la race et le rôle de la légitime défense. Les partisans de Rittenhouse ont célébré le verdict comme un triomphe des droits individuels et du droit à l'autodéfense. D'un autre côté, les opposants au verdict ont exprimé leur déception et leur colère, estimant qu'il s'agissait d'un message dangereux sur l'utilisation de la force dans des situations instables. Bien que Rittenhouse ait été acquitté lors du procès pénal, l'éventualité de poursuites civiles se profile à l'horizon. Les familles de Joseph Rosenbaum et d'Anthony Huber, les victimes de la fusillade, ont exprimé leur intention de demander justice par le biais d'une procédure civile. Notre dernière affaire se déroule au tribunal du comté de Cuyahoga, où Mackenzie Shirilla, 19 ans, est sur le point d'être condamné pour un accident de voiture intentionnel qui a coûté la vie à 2 jeunes hommes.
Nous vous invitons à vous asseoir pour découvrir les détails de son crime et le châtiment qui lui sera infligé. Mackenzie, une jeune femme de 19 ans réputée rebelle et imprévisible, entretenait une relation tumultueuse avec son petit ami, Dominique Russo. Leur histoire d'amour, autrefois pleine de passion et de promesses, avait pris une tournure sombre. Elle était devenue de plus en plus volatile, sujette à des accès de colère et à des explosions d'agressivité. 2 semaines avant l'accident fatidique, Mackenzie aurait fait une déclaration effrayante alors qu'elle conduisait avec Dominique. Dans un accès de rage à la suite d'un désaccord, elle a menacé d'écraser la voiture, donnant ainsi un aperçu horrifiant de la noirceur qui la consumait. Ils étaient loin de se douter qu'il s'agissait là d'un signe avant-coureur de la tragédie qui les attendait. Aux premières heures du 31 juillet 2022, Mackenzie a finalement mis sa menace à exécution. L'accident s'est produit vers 5h30 du matin, sa voiture percutant le bâtiment à une vitesse effrayante de 100 km/h. L'impact a été cataclysmique, mettant fin à la vie de Dominique Russo et d'un passager innocent, Davion Flanagan. Le procès de Mackenzie Shirilla a commencé avec un sentiment d'anticipation et de chagrin dans la salle d'audience. Le juge a reconnu la douleur et la perte subies par les familles des victimes et la nécessité de rendre des comptes. Le juge, conscient de la douleur et de la perte subie par toutes les parties concernées, a finalement décidé d'imposer 2 peines concurrentes de 15 ans à perpétuité. Dès qu'elle a entendu le verdict, Shirilla a fondu en larmes, consciente qu'elle allait être une femme d'âge mûr au moment où sa demande de libération conditionnelle serait examinée. C'est ainsi que s'achève notre voyage dans le monde des tueurs brutaux qui pleurent au tribunal. Ces affaires glaçantes permettent d'entrevoir les recoins les plus sombres de la psyché humaine et notre réaction lorsque nous sommes confrontés aux conséquences de nos actes. Pour d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci, cliquez sur la voiture qui apparaît sur votre écran et je vous attends.